Bonjour à tous, bienvenue dans cette 53e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, je vous propose de parler du XLM, qui est donc le token de Stellar, et qui est très fortement lié à XRP. Donc en une phrase, c'est même un fork de XRP initialement, qui a ensuite développé ses propres fonctionnalités, son propre fonctionnement. Et l'idée initiale, c'est un petit peu de venir faire la même chose que Swift, donc le réseau interbancaire mondial, celui qui permet de faire des transactions entre pays. Donc vraiment le truc le plus important de la finance mondiale quasiment, le truc qui permet de faire fonctionner les transactions. Donc c'est vraiment essentiel, le réseau d'artères, si vous voulez, de la finance en général. Des transactions en fait, même, c'est pas juste de la finance au sens de finance de marché, de toutes les transactions. Et donc là en fait, Ripple, bon, c'est pas exactement une concurrence, ils viennent plutôt améliorer ce réseau, s'implémenter dedans, et bien tout simplement la XML, Stellar, c'est un fork de ce Ripple parce que un des fondateurs, en 2014, a décidé que la direction que prenait le projet ne lui convenait pas et qu'il allait faire son propre projet qui proposerait plus ou moins la même chose. Et nous voilà avec un Stellar qui est en 27e position, donc du coup qui est quand même dans le top 30, une capitalisation de presque 2 milliards, des volumes sur 24 heures de 57 millions de dollars, donc c'est pas trop mal, par rapport à la capitalisation c'est un peu faible, et un cours à 0,07 dollars pour un token. On est sur un truc qui s'appelle un open network, donc ce n'est pas une blockchain, on n'est pas sur ce genre de fonctionnement, on n'est pas sur un échangeur non plus, on est sur un fonctionnement différent qu'ils appellent open network. L'idée c'est toujours d'avoir un système de paiement, donc l'idée c'est de permettre des transactions entre pays, vous l'aurez compris, et le but c'est bien évidemment d'être plus rapide, moins cher, plus sécurisé que ce qui existe déjà, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Derrière tout ça, on a donc un ancien de XRP, et on a surtout la Stellar Dev Foundation qui gère un peu tout ça et qui, vous le noterez, est basée aux USA. Et ça, c'est quand même intéressant parce que c'est assez rare au final. Ils ont levé pas grand-chose, 3 millions de dollars pour 2 milliards de tokens auprès de la fondation. Et c'est tout. C'est toute la seule forme d'ICO qu'ils ont levé apparemment. Au niveau de la technologie, du coup, on est, comme on est sur un fork de Ripple, on a le consensus initial de Ripple, le proof of correctness, qui est, euh, qui est en fait propre à Ripple. Et l'idée, c'est que on n'a pas de bloc, on va valider en fait des espèces de packages, de sets de transactions, comme au travers d'un registre, en fait, quelque chose qui rappelle un peu ce qui se fait de façon plus classique dans la compta par exemple, des registres. Enfin, c'est ça que moi ça me fait penser. Ils ont fait évoluer leur consensus, c'est basé là-dessus, mais ils ont leur propre consensus maintenant, une évolution de celui-ci qui s'appelle le Stellar Consensus Protocol et qui va notamment fonctionner avec le Federated Byzantine Agreement. Donc rappelez-vous, tout ce qui touche à Byzantine Agreement, tolérance, etc. L'idée c'est qu'on a un consensus de validation si, donc un consensus de validation, j'entends une capacité à valider une transaction si au moins les 2 tiers des validateurs sont d'accord. On va réussir à faire approximativement 1000 transactions par seconde. Honnêtement, je m'attends à ce que ce soit un peu plus parce que Ripple fait un peu plus, mais c'est l'information que j'ai trouvée. Et on a une certaine résilience du réseau parce que on n'est pas sur une blockchain, donc l'ensemble des transactions ne sont pas liées de la même façon. Là, on peut dire que les nodes sont plutôt interdépendants. Ça, c'est un point qui est intéressant. Au niveau du coup de la tokenomique, on a une supply totale de 50 milliards de XLM, à savoir qu'elle était 2 fois plus importante, mais qu'elle a été divisée par 2 il y a quelques années. Ont été émis 52% de ces 50 milliards, et il y a un simili de burn. J'appelle ça un simili parce qu'en fait, quand on fait des transactions, il y a des frais de transaction, c'est d'ailleurs un des rôles du token. On va payer un petit peu pour la transaction, pas grand-chose. Et en fait, ce petit quelque chose, comme il n'y a pas de système de rémunération ni rien, il va aller en fait dans un pool. Il va aller en fait dans un bac. Un pool, c'est une piscine. Et on ne sait pas en fait ce qui va en être fait. A priori, pour le moment, c'est juste stocké et on n'en fait rien. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque part un endroit où sont stockés tous ces frais de transaction. Et au fil des années, ça commence à faire certainement des sommes importantes qui ne sont pas utilisées et dont on ne sait pas à quoi elles serviront. Donc voilà, il y a en tout cas ce simili qui fait que, en attendant, sur la partie utilisable du réseau,
la tendance est plutôt du coup déflationniste. Bon, en réalité, il y a une émission pour compenser le fait qu'on n'a pas tout émis, mais à long terme, si on continue comme ça, on a une tendance déflationniste de par cette espèce de simili de burn. C'est un point qui est intéressant, mais qui pose la question de qu'est-ce qui va être fait en fait de ces tokens. Donc comme vous l'avez vu, l'ICO était légère, donc les investisseurs ont reçu 2% des tokens. Donc si vous faites le rapport, c'est vous comprenez qu'on était à 100 milliards de tokens à ce moment-là, et qu'on est descendu à 50 milliards. Donc en fait, sur la somme actuelle, les investisseurs ont perçu 4%. Mais bon, on imagine que ça a été acheté, revendu et encore, hein. C'était en 2014, donc ils ont largement eu le temps de faire leurs transactions. La fondation et le projet ont reçu 46%, et le reste a été donné en récompense et en airdrop, c'est-à-dire 52%. C'est quand même important en termes de volume. Comme on l'a dit, les frais de transaction, c'est un des rôles principaux du token, mais surtout de permettre des transactions. On le rappelle, c'est un réseau, un système de transactions interbancaires, et surtout à tout endroit du monde. Donc la transaction, c'est vraiment le cœur, et c'est à ça que sert le token. Et enfin, sachez que pour être considéré comme étant sérieux, il faut hold un token XLM. Donc ça coûte pas grand chose, hein, vous l'avez vu, le token est vraiment très peu cher. Mais voilà, il faut hold un token quand on est un utilisateur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée, je trouve que c'est pas idiot. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, il semblerait qu'on ait assez peu de validateurs, autour de 30, donc c'est centralisé a priori, hein, au vu de cette information. Et c'est pas très surprenant, c'était déjà le cas sur XRP. Globalement, n'importe qui peut être un nœud de validation. Donc c'est une information qui est étonnante, hein, parce que ça va un peu dans le sens contraire de ce qu'on aurait pu penser, vu qu'on n'a que 30 validateurs a priori. Et le dernier point, c'est que la fondation a quand même récupéré un peu de fonds, et récupère environ 30 millions de tokens, ou de dollars, j'ai un petit doute sur l'information à vérifier. Au niveau globalement des forces et des faiblesses du projet, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va donner accès aux paiements à des pays qui sont peu bancarisés. C'est ça le gros point d'intérêt à mon avis, parce que tokeniser, décentraliser, enfin essayer de passer par la blockchain pour faire des transactions mondiales, ça me semble pertinent. Il y a une vraie problématique de coût, une vraie problématique de vitesse de transaction. Donc il y a effectivement quelque chose que la blockchain peut permettre. Là, dans le cas présent, on n'est pas sur de la blockchain, mais vous voyez que le monde Web3 peut permettre. À noter qu'ils ont un partenaire important qui s'appelle MoneyGram dans le transfert d'argent. Et là, je parle bien évidemment du monde de la finance classique. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Et le deuxième point qui est important, c'est que Stellar fait partie de du comité de membres de la norme ISO 222, qui touche tout ce qui est régulation financière. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un point qui est à souligner, qui est important, qui est pertinent, qui est utile, parce que ça veut dire qu'ils savent ce qu'il faut faire, et qu'a priori, ils doivent connaître les personnes qui bossent là-dedans. Je ne sais pas évidemment quelle est la nature de leur relation, mais on peut espérer que ce soit un point solide pour le projet. A noter quand même que c'est une des rares cryptos qui est toujours dans le top 30 alors qu'elle existe depuis 2014, et ça c'est quand même vraiment pas négligeable, même si on entend très très peu parler, c'est quand même la preuve qu'ils ont été solides, hein, ils ont tenu sur les années, malgré des situations qui ont été pires que celles qu'on peut connaître maintenant. Point sur leur développement, ils se sont apparemment lancés dans le développement de fonctionnalités au niveau des smart contracts. Donc je pense que ce n'était pas quelque chose de prévu initialement, mais depuis octobre, ils ont un truc qui s'appelle Soroban. Et a priori, l'idée c'est de faire mieux en fait que ce qui existe actuellement dans l'univers crypto. Autrement dit, des smart contracts moins chers et plus qualitatifs. Pas beaucoup plus de détails pour le moment, on verra quand on aura plus d'infos, mais c'est quand même un point intéressant de savoir qu'ils ont eu l'idée de se développer dans ce sens-là. On verra ce qu'ils en font. Au niveau des points qu'on apprécie moins, même si on vient améliorer le réseau interbancaire, on a un peu cette position de concurrent du réseau Swift qui est quand même l'hégémonie du style dans le monde classique. Donc ça, ça reste quand même un point un peu compliqué à voir, même si l'idée de base, comme XRP, c'est d'améliorer plutôt que de remplacer. Mais quand même, on a quand même cette position-là. Donc c'est une position qui est un peu dangereuse, à mon avis. Mais en même temps, c'est ça qui permettrait, si ils arrivent à se greffer dessus, de faire quelque chose d'incroyable en termes d'adoption, d'utilisation. C'est un potentiel candidat pour certaines MNBC, donc ça c'est un point qui est à la fois positif parce que adoption, parce que implication, et en même temps, les MNBC, ça peut être un peu inquiétant, surtout en matière de contrôle en fait de l'information.
MBDC, je rappelle, les monnaies de banque centrale, hein, donc pour les différents pays. On parle d'euro numérique, dollar numérique, yen numérique, ce que vous voulez, numérique. Globalement, je pense que si on voulait faire une monnaie qui a pour rôle les échanges mondiaux, et les échanges interbancaires, le plus pertinent ne serait-il pas tout simplement d'avoir une monnaie stable, une monnaie qui soit backée, vous voyez, un peu comme un stablecoin. Je dis pas que le stablecoin c'est la solution à ce genre de solution, à ce genre de problématique, mais voilà, je veux faire des transactions. Si ma monnaie, si mon token, son but c'est les transactions, il faut qu'il soit le plus constant possible. Ça paraît évident. Parce qu'on veut que 1 euro, ça vaille 1 euro, et donc on veut que la monnaie qu'on utilise, ça vaille toujours cette monnaie. Même si évidemment cette monnaie va avoir tendance à fluctuer par rapport à d'autres, il faudrait qu'on ait quelque chose de potentiellement moins fluctuant, à mon avis. Donc j'aurais envie de dire, peut-être penser à ce genre de choses. On verra ce qu'ils en font. Globalement, la problématique de la centralisation semble se poser ici aussi, sans grande surprise, j'ai envie de dire. Le point qui va pas nous plaire en tant qu'investisseur, outre le fait qu'ils ont MX à la moitié des tokens, qui est déjà un point pas franchement fifou, surtout au bout de 7 ans d'existence, 7 ans, non même plus que ça, même 8, presque 9 ans d'existence, donc ça commence à faire vraiment longtemps, c'est qu'on n'a pas de vraie incitation financière en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens iraient acheter de ce token, outre que pour son utilité, c'est-à-dire des transactions. Et donc dans ce cadre-là, on a un souci. C'est-à-dire que globalement, les traders, les investisseurs long terme, ils n'ont pas d'avantage en plus, ils n'ont pas de raison en plus de l'avoir. Il n'y a pas de stacking, il n'y a pas de système de reward, il n'y a pas de génération de tokens pour les gens qui en ont. Ça manque, vous voyez, il y a un petit souci de cet ordre-là. Alors, ça a complètement du sens pour son fonctionnement, pour son cadre d'utilisation, et je trouve que c'est d'ailleurs pas forcément idiot, mais en tant qu'investissement, la question se pose du coup, surtout d'investissement à long terme. À voir encore une fois, mais on préfère quand il y a des incitations. Et à voir aussi comment ça se passera vis-à-vis du procès entre XRP et la SEC. On sait que la résolution, ou en tout cas une nouvelle phase de résolution, devrait avoir lieu très prochainement, qu'on devrait avoir des informations, et on peut supposer que ça va impacter Stellar vu qu'ils sont sur le même créneau, sur le même type de problématique et de solution. Encore une fois, à suivre. Allons voir graphiquement à quoi ça ressemble et ce qui pourrait se passer en cas de résolution positive. Déjà, ce qu'on voit, c'est que depuis les données qu'on a qui datent de 2018, donc c'est pas les toutes premières données, mais voilà, les échangeurs sont pour la plupart plus anciens, non plus récents pardon que Stellar, donc bon, la base de données n'est pas forcément parfaite. On voit qu'il y a quand même eu, évidemment, comme partout, un grand creux entre 2018 et 2020, qu'on a fait un ATH à 0,7, donc x10 par rapport à là où on se situe actuellement, pas le plus haut en réalité, en mai de 2021, et que depuis on est en tendance baissière, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus bas. Donc il n'y a pas eu ce renouveau en novembre 2021, enfin entre, disons, oui, octobre et janvier, hein, selon les tokens. Et ça, malheureusement, c'est la marque de beaucoup d'anciens tokens. Ils ont beaucoup profité de la première partie de 2021 et beaucoup moins de la deuxième, surtout par rapport à d'autres tokens plus récents. Donc on est fortement en tendance baissière depuis maintenant 1 an et demi. 1 an et demi, même un peu plus d'1 an et demi, et ça ne semble pas s'arrêter. Vraiment pas. Donc là, on est sur des zones anciennes, on voit qu'on est là, on est vraiment au niveau hein, des 0,7 qui est vraiment une belle zone là. À voir comment ça va réagir prochainement, potentiellement avec la SEC. On voit que l'on est tout juste en dessous du RSI 30, ça c'est un point qui est intéressant, on y a été. On semble repiquer un tout petit peu parce qu'il y a une toute petite réhausse. C'est vraiment une réaction de marché, hein. Toutes les cryptos sont dans cette situation de réhausse un peu. Mais voilà, peut-être, hein, cette zone qui est déjà globalement basse, plus ce RSI, on va aller voir d'autres indicateurs, peuvent indiquer une potentielle hausse du token. Bon, est-ce qu'on y croit beaucoup? Je ne sais pas. On voit que les volumes sont relativement bas par rapport à l'historique. Hein. C'est vraiment depuis mai de cette année que ça a beaucoup chuté, depuis du coup l'affaire Terra Luna. On va aller voir les moyennes mobiles pour se donner un peu des idées de ce côté-là. On va aller voir en daily. Et on voit que effectivement c'est quand même plutôt proche. Donc peut-être qu'on est sur une zone intéressante. Hein. C'est pas déconnant de le penser. On va peut-être pouvoir tracer quelques résistances en vue semaine. Là ouais, on aurait peut-être une zone là-dedans. Mais la réalité, c'est que pour retourner en tendance haussière, il faudrait quand même casser ces plus hauts-là, puis ces plus hauts-là,
Puis c'est plus haut là, il faut quand même aller assez loin, hein. On a toute cette zone-là. Toute cette zone-là à passer. En fait, il faut aller directement batailler la moyenne mobile 200 jours. Donc à voir. Une fois qu'on aura passé ça, on pourra reparler potentiellement de tendance haussière. Honnêtement, je suis incapable de vous dire si on va être capable de faire ça dans les prochaines journées, prochaines semaines. Vraiment potentiellement, la décision de la SEC avec Ripple, là, qui est en cours, peut donner un coup de boost. À part ça, on voit que c'est quand même un token qui est beaucoup en tendance baissière. N'oublions pas qu'il y a une grosse émission de tokens globalement à faire, même si ça a l'air d'être quelque chose de plutôt lisse, et que les incitations à en acheter ne sont pas franchement solides, pas franchement nombreuses, en tout cas pour le moment, à voir ce qu'ils feront avec les nouveautés qu'ils ont apportées depuis octobre. À mon avis, projet intéressant, ne serait-ce que parce qu'il existe depuis longtemps et que la solution de valeur qu'il apporte est un peu différente de ce que proposent tous les autres. À suivre, j'ai envie de dire, mais je ne me précipiterai pas dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Stellar. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine!